Chapitre 2. Si seulement j'avais su qu'il y a 2 étapes dans l'amour. C'est parti. C'est à l'aéroport de Chicago que je l'ai rencontrée. Elle allait rejoindre son fiancé pour le week-end. Où est-ce que vous allez? M'a-t-elle demandé. Je vais à Milwaukee, dans le Wisconsin, pour animer un séminaire sur le mariage. Qu'est-ce que vous enseignez dans ce genre de séminaire? Eh bien, j'essaie de proposer des pistes concrètes aux participants pour les aider à améliorer leur vie de couple s'ils sont déjà mariés. Pourquoi? M'a-t-elle demandé avec des yeux étonnés. Si on s'aime, cela ne suffit pas? Je savais que Jan, tel était son nom, était sincère, car je pensais comme elle avant de me marier. En attendant notre vol, je lui ai parlé des 2 étapes de l'amour. La première nécessite peu d'efforts, nous sommes motivés par nos sentiments et nous nous trouvons dans un état d'euphorie, voir le chapitre 1. Nous sommes, entre guillemets, amoureux. Dans cette phase, nous faisons volontiers des choses pour la personne que nous aimons, sans avoir l'impression que cela nous coûte. Nous parcourons facilement 800 kilomètres pour prendre l'avion, juste pour pouvoir passer quelques heures avec elle. Nous avons le sentiment qu'elle est parfaite. La jeune femme a acquiescé. J'ai ajouté rapidement. Bien sûr, il est possible que votre mère ait un avis différent. Elle vous dit peut-être, ma chérie, est-ce que tu as pensé à 3 petits points? Oui, j'ai déjà entendu ça, a-t-elle répondu. À cette étape de l'amour romantique, le couple n'a pas à travailler pour que la relation s'améliore. Il se peut qu'ils dépensent tous les deux beaucoup d'énergie à faire des choses l'un pour l'autre, mais ils n'ont pas l'impression que cela nécessite un effort. Ils ont plutôt tendance à dire que c'est un plaisir. Ils sont même absolument ravis de pouvoir faire quelque chose pour l'autre. Ils désirent se rendre mutuellement heureux et y parviennent souvent. Cependant, comme je l'ai dit au chapitre précédent, ce sentiment d'amour romantique ne dure en moyenne que 2 ans. On ne restera pas dans cet état d'euphorie pour toujours. Et d'ailleurs, il vaut mieux qu'il en soit ainsi, car il est difficile de se concentrer sur quoi que ce soit d'autre lorsqu'on est amoureux. Si cela vous arrive pendant vos études, vos notes vont certainement baisser un peu. Quel est l'amoureux qui s'inquiète d'un test écrit sur la guerre franco-allemande de 1870 à 1871? De telles choses semblent futiles dans ce cas-là. L'important, c'est d'être avec la personne qu'on aime. Je connais des jeunes femmes qui ont abandonné leurs études pour se marier parce que l'être aimé déménageait dans une autre région et qu'elles voulaient l'accompagner. Si ce sentiment romantique accaparant durait 20 ans, rares seraient les personnes qui termineraient leur formation, qui feraient carrière ou qui s'engageraient dans des œuvres de bienfaisance. Quand nous sommes amoureux, le reste du monde ne compte pas. Nous ne pensons qu'à être avec l'autre et le rendre heureux. Avant mon mariage, personne ne m'avait parlé des 2 étapes de l'amour. Je savais que j'aimais Caroline et je m'attendais à ce que mes sentiments pour elle durent jusqu'à la fin de mes jours. Elle me rendait heureux et je désirais faire de même pour elle. Mais lorsque l'euphorie a disparu, j'ai perdu mes illusions. Me souvenant des avertissements de ma mère, je me suis mis à y penser. J'ai épousé la mauvaise personne. Si j'avais vraiment épousé la bonne personne, mes sentiments n'auraient pas perdu en intensité aussi rapidement après le mariage. Nos différences semblent si évidentes maintenant. Pourquoi ne les ai-je pas vues plus tôt? Ces pensées douloureuses me tourmentaient et m'ébranlaient. La seconde étape de l'amour. Si seulement quelqu'un m'avait dit que ce que je pensais et ressentais était normal. Si seulement j'avais su qu'il y en a en réalité 2 étapes dans l'amour et que je me trouvais dans la phase de transition. Mais malheureusement, personne ne m'a parlé de cela. Si j'avais su alors ce que je vais partager avec vous maintenant, cela m'aurait épargné des années de difficultés conjugales. J'ai en effet découvert que la seconde partie de l'amour sollicite beaucoup plus notre volonté que la première. Elle exige aussi un certain travail si nous voulons pouvoir maintenir la flamme du sentiment amoureux. Mais pour ceux qui font l'effort de passer de l'étape 1 à l'étape 2, les récompenses sont magnifiques. Alors que j'étais jeune conseiller conjugal, j'ai commencé à me rendre compte
que ce qui procure à quelqu'un le sentiment d'être aimé ne donne pas forcément ce même sentiment à quelqu'un d'autre. Et lorsque l'euphorie retombe, les couples n'arrivent souvent pas à s'exprimer mutuellement leur amour. Elle dit: J'ai l'impression qu'il ne m'aime pas, et lui dit: Je ne la comprends pas. Je fais tout ce que je peux, je nettoie la voiture, je tonds la pelouse tous les samedis, je l'aide dans les tâches ménagères. Je ne sais pas ce qu'elle attend de plus. Elle répond: C'est vrai, il fait tout ça. C'est un bosseur. Puis, les larmes aux yeux, elle ajoute: Mais nous ne parlons jamais. Le temps passant, j'ai continué à entendre ce genre d'histoire. J'ai alors décidé de reprendre les notes que j'avais prises au cours de mes entretiens et je me suis demandé, si quelqu'un dit: J'ai l'impression que mon conjoint ne m'aime pas, qu'est-ce qu'il espère? Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il déplore? J'ai classé les différentes plaintes que j'avais pu entendre et j'ai découvert 5 catégories que j'ai appelées par la suite les 5 langages de l'amour. En effet, de même qu'il existe différentes langues, il existe différentes manières d'exprimer l'amour. Et de même que nous avons tous une langue maternelle, une langue que nous comprenons mieux que les autres, nous avons aussi chacun un langage d'amour fondamental. Sur ces 5 langages d'amour qui existent, il y en a un qui nous parle plus que les 4 autres. Et comme je l'ai aussi constaté, mari et femme ont rarement le même. Par nature, nous avons tendance à faire pour l'autre ce qui nous donne le sentiment d'être aimé. Mais cela ne correspond pas à son langage. Il ou elle ne sera pas touché de la même façon. Dans l'exemple cité précédemment, le mari parle de langage des services rendus. Il lave la voiture, tond la pelouse, bref, il aide sa femme de diverses manières. C'est sa façon à lui de manifester son amour. Il le lui exprime sincèrement, mais pas dans son langage à elle. Car pour sa part, elle est sensible aux moments de qualité. Elle dit: Nous ne parlons jamais. Pour qu'elle se sente aimée, elle a besoin que son mari prenne vraiment du temps pour elle en l'écoutant, en parlant avec elle, en lui racontant ce qu'il vit, c'est-à-dire en communiquant. Après avoir réfléchi à des choses, j'ai écrit un livre intitulé Les langages de l'amour, les actes qui disent je t'aime. Il s'est beaucoup vendu en anglais et a été traduit en de nombreuses autres langues. Il a aidé bien des couples à apprendre à communiquer, à exprimer l'un l'autre leur amour de manière efficace et à en maintenir la flamme. Il leur a montré comment passer de l'étape 1 à l'étape 2. Considérons brièvement ces 5 langages de l'amour. Numéro 1, les paroles valorisantes. Voici quelques exemples de paroles valorisantes. La première: Je suis vraiment reconnaissante que tu aies lavé la voiture. Elle est magnifique maintenant. Un autre exemple: Merci d'avoir sorti les poubelles, tu es formidable. Un autre exemple: Cette chemise te va vraiment bien. Un autre: J'aime ton optimisme. Un autre: Je suis touchée de voir comment tu t'occupes de ta mère. Un autre: Ton sourire est contagieux. Tu as remarqué que tout le monde s'est déridé quand tu es entré dans la pièce? Nous pouvons faire des compliments à l'autre au sujet de son caractère ou de sa manière d'être, de s'habiller. Nous pouvons aussi le ou la remercier pour quelque chose qu'il ou elle a fait pour nous et pour telle ou telle personne. Réfléchissons à ce que nous admirons ou apprécions chez lui ou chez elle et disons-le lui. Voilà. Si les paroles valorisantes correspondent à son langage d'amour fondamental, cela lui fera l'effet d'une pluie arrosant une terre desséchée. Rien ne lui donnera davantage de sentiment d'être aimé. Le deuxième point: les services rendus, autre langage. Pour la personne sensible à ce langage, les actes parlent plus fort que les paroles. Si vous lui dites des paroles valorisantes telles que je t'admire, je t'apprécie, je t'aime, elle pensera probablement, et peut-être vous le dira-t-il clairement aussi: Si tu m'aimes, pourquoi est-ce que tu ne me donnes pas un coup de main autour de la maison? Si les services rendus correspondent à son langage d'amour principal, alors elle se sentira aimée si vous lavez la voiture, tondez la pelouse ou changez la couche du bébé.
La clé pour manifester votre amour à cette personne est de découvrir ce qu'elle aimerait que vous fassiez, puis de le faire régulièrement. Numéro 3. Les cadeaux. Certaines personnes se sentent vraiment aimées lorsqu'on leur offre un cadeau. Ce langage leur fait comprendre qu'on a pensé à elles et qu'on tient à elles. Les meilleurs présents sont ceux qui se font réellement plaisir. Si vous donnez une canne à pêche à quelqu'un qui n'aime pas la pêche, ce ne sera probablement pas une preuve d'amour très parlante. Comment pouvons-nous découvrir ce que l'autre aimerait recevoir? En posant des questions et en observant. Écoutons ses commentaires quand il ou elle reçoit des cadeaux de la part d'autres personnes de la famille. Écoutons bien et nous saurons ce qui lui fait le plus plaisir. Soyons attentifs aux remarques qu'il ou elle fait en regardant un catalogue ou en voyant une publicité à la télévision. Si il ou elle dit qu'il ou elle aimerait bien quelque chose, notons-le. Nous pouvons aussi lui demander ouvertement: si je voulais te faire un cadeau, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Il vaut mieux lui offrir quelque chose dont il ou elle a déjà parlé que de lui faire une surprise avec un cadeau qu'il ou elle n'apprécie pas. Et il n'est pas nécessaire que cela coûte cher. Une rose, du chocolat, une jolie carte, un livre. Tous ces petits présents exprimeront clairement notre amour à l'être aimé si son langage d'amour est celui des cadeaux. Numéro 4. Les moments de qualité. Consacrer du temps de qualité à une personne, c'est lui accorder une attention exclusive. Nous asseoir dans la même pièce pour regarder la télévision n'est pas suffisant, car alors notre attention n'est pas entière. Pour passer du temps de qualité ensemble, il faut être dans la même pièce, certes, mais avec la télévision éteinte et le journal replié sur la table. Il faut pouvoir se regarder l'un l'autre, se parler et s'écouter. Nous pouvons aussi aller nous promener, pour autant que notre but soit d'être avec celui ou celle que nous aimons et non pas uniquement de faire de l'exercice. Les couples qui vont au restaurant mais qui ne se parlent pas ne sont pas sensibles au langage des moments de qualité. Ils satisferont simplement leur besoin physique, celui de se nourrir. Les vrais moments de qualité disent: je fais cela parce que j'ai envie d'être avec toi. Que nous travaillions ensemble au jardin ou partions faire du camping, le but est que nous passions du temps l'un avec l'autre. Pour certaines personnes, rien ne vaut un moment de qualité. Cela leur permet de se sentir vraiment aimés. Et le 5e langage, le toucher physique. Nous connaissons depuis longtemps l'importance du contact physique. Différentes études ont montré que les bébés qui sont câlinés et qui font l'objet de gestes de tendresse se développent beaucoup mieux sur le plan affectif que les bébés qui vivent de longues périodes sans contact physique. Dans chaque culture, il y a, entre membres du sexe opposé, des touchés qui sont appropriés et d'autres qui sont inappropriés. Mais une chose est sûre, le toucher approprié est affectueux, tandis que le toucher inapproprié est humiliant. Pour la personne sensible à ce langage d'amour, rien ne parle plus que le contact physique à propos. Découvrir notre langage d'amour. Considérons ci-après 3 moyens de découvrir notre langage d'amour fondamental. Premièrement, nous pouvons observer notre propre comportement. Comment exprimons-nous généralement notre amour et notre reconnaissance aux autres? Si nous posons toujours notre main sur l'épaule des gens ou si nous les serrons facilement dans nos bras, alors notre langage est probablement le toucher physique. Si nous aimons les encourager, il consiste certainement plus à prononcer des paroles valorisantes. Si nous aimons leur offrir des cadeaux, nous sommes peut-être contents d'en recevoir aussi. Et si nous apprécions le moment des repas ou le temps passé à nous promener avec eux, notre langage d'amour est plutôt celui des moments de qualité. Enfin, si nous sommes sans cesse en train de chercher à aider, notre langage pourrait bien être celui des services rendus. Le langage que nous parlons le plus souvent est très certainement celui auquel nous sommes le plus sensibles. Deuxièmement, nous pouvons nous demander ce qui nous dérange le plus chez ceux qui nous entourent.
Si nous nous plaignons sans cesse de ce que personne ne nous aide, nous parlons sûrement le langage des services rendus. Si nous regrettons de ne pas passer assez de temps avec telle ou telle personne, nous sommes particulièrement sensibles aux moments de qualité. Si nous disons à un ou une amie qu'il rentre de voyage, tu ne m'as rien apporté, nous montrons par là que les autres peuvent nous exprimer leur amour en nous offrant des cadeaux. Et si nous disons je pense que tu n'auras jamais de geste affectueux à mon égard si je ne commence pas, nous prouvons que le toucher physique est notre langage d'amour. Enfin, si nous nous plaignons de ne jamais rien faire de bien, cela indique peut-être que nous apprécions particulièrement les paroles valorisantes. Ce que nous reprochons aux autres de ne pas nous donner montre ce que nous aimerions le plus recevoir de leur part. Troisièmement, réfléchissons à ce que nous demandons le plus souvent. Si nous disons à un ami qui part en voyage, n'oublie pas de me rapporter une surprise, c'est le signe que les cadeaux sont importants pour nous. Si nous demandons, est-ce que tu aurais le temps de faire une promenade ce soir? Nous aspirons à un moment de qualité. Si nous réclamons un massage du dos, nous montrons que le toucher physique est un langage qui nous parle. Et si nous demandons souvent de l'aide, les services rendus sont probablement notre langage d'amour. Enfin, si nous demandons est-ce que j'ai fait un bon travail? Nous attachons une importance particulière aux paroles valorisantes. En réfléchissant à la manière dont nous exprimons généralement notre amour et notre reconnaissance, et en passant en revue nos plaintes et nos demandes les plus courantes, nous parviendrons à déterminer notre propre langage d'amour. Encourageons la personne que nous aimons à le faire de même. Apprendre à parler un langage d'amour différent du nôtre demande des efforts, c'est évident. Par exemple, la personne qui n'a pas entendu de paroles valorisantes durant son enfance aura de la peine à en prononcer. Et celle qui a grandi dans une famille aucunement démonstrative sur le plan affectueux devra apprendre le langage du toucher. Mais la bonne nouvelle, c'est que tous ces langages peuvent être appris. Et plus nous les parlons, et plus ils deviennent faciles. Le langage d'amour de ma femme est celui des services rendus. C'est pourquoi je passe l'aspirateur, je fais la vaisselle et je sors les poubelles. C'est un petit, entre guillemets, sacrifice qui permet de maintenir la flamme de l'amour. Et pour ma part, je me sens aimée quand on m'adresse des paroles valorisantes. Je ne quitte donc jamais la maison sans que mon épouse m'ait dit quelque chose d'encourageant. Et notre amour mutuel est aujourd'hui bien plus profonde que quand nous étions portés par l'euphorie de la passion. Pour faire durer l'amour dans un mariage, il faut passer de l'étape 1 à l'étape 2. Et le fait d'apprendre le langage d'amour préféré de l'autre durant la période des fréquentations facilite la transition plus tard. C'est ce que je vous souhaite. Discutons-en. Numéro 1. Quelle est, d'après vous, votre langue d'amour fondamentale et pourquoi? Et je vous invite à aller écouter aussi le livre qui est déjà partagé dans le podcast pour vraiment des descriptifs plus profonds. Si vous avez des questions à ce sujet, allez écouter ce livre-là, ça va vous aider. Numéro 2. Si vous fréquentez, quel est, à votre avis, le langage d'amour fondamental de la personne que vous aimez? Numéro 3. D'après vous, le fait de savoir quel langage d'amour vous parlez l'un à l'autre, vous aidera-t-il à approfondir votre relation? Numéro 4. Si vous n'avez pas encore lu Le langage d'amour des solos, vous souhaiterez peut-être le faire ensemble afin d'en discuter ensuite.